Salut à tous, j'avais fait la première partie du coup pour les questions-réponses, je fais la deuxième partie, c'est parti, on y va, on commence, let's go. Du coup, on continue avec Jean Aymar qu'on avait quitté pour Oui. la première partie. Je t'avais quitté brutalement, désolé. Donc du coup, qui nous demande quelques infos sur comment injecter du courant en toute sécurité pour la détection de court-circuit. Ah, alors ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'essaierai de te la retrouver, de te mettre ça en lien sur la vidéo. Pour moi, la meilleure façon d'injecter une tension, alors déjà la première chose à faire, c'est d'injecter une tension qui ne va pas être trop forte. Je m'explique, j'avais déjà expliqué dans la vidéo, mais je réexplique rapidement. Dans le principe, en fait, on a des systèmes d'alimentation à découpage. Donc en gros, on a deux petits transistors MOSFET qui vont couper le courant, en gros, le découper. On passe de 19 volts pour un PC portable, par exemple, à 1 volt. J'exagère, hein, mais en gros, voilà, on découpe les 19 volts en 1 volt grâce à deux petits transistors et un système de bobines et de condensateurs et une puce qui gère tout ça. Et en fait, s'il y a un des transistors qui lâche, et souvent, malheureusement, c'est le transistor qui va lâcher au niveau de la ligne 19 volts, parce qu'il y a une ligne 19 volts et une ligne de la masse qui permet de faire une sécurité. Enfin, tu reverras ça dans la vidéo si tu as besoin. Et en fait, quand la ligne 19 volts qui est découpée en 1 volt lâche, le transistor laisse passer le courant directement. Ce qui fait que si tu injectes du 19 volts, eh ben, tu vas foutre du 19 volts directement dans le processeur. Et clairement, il aime pas, hein, il n'est pas censé prendre 19 volts dans la tronche, et du coup, tu le crames quasiment instantanément, je dirais. Donc là, voilà, il faut faire attention à ça. Donc la première chose à faire, c'est est-ce que ton transistor il est en court-circuit par rapport à ta ligne d'alimentation principale? S'il est mort, surtout t'injectes rien. Tu retires le transistor en question qui est HS, et si tu as d'autres courts-circuits comme un condensateur ou quoi, là tu peux injecter différemment. Mais je te remets la petite vidéo, ça t'aidera peut-être mieux à comprendre ce que j'essaie de t'expliquer, parce que j'avais fait une petite explication là-dessus qui était, je pense, suffisante, on va dire, pour comprendre le principe, et au moins pour détecter si tu as un court-circuit sur un des MOSFET, justement, ça peut être pas mal. Voilà, je pense que ça t'aidera bien. Ensuite, par quoi tu commences ton dépannage avec par exemple un tel qui n'a aucun signe de vie? Alors, pour un téléphone qui n'a aucun signe de vie, généralement la première chose que je fais, bon c'est le truc classique, hein, mais je branche mon câble de charge avec mon petit testeur là qui me permet de, je mettrai une petite vidéo ou une photo qui permet de voir en fait la consommation de l'appareil. Ça permet de voir déjà s'il prend quelque chose, parce que s'il prend rien du tout, ça peut être simplement le connecteur de charge. Ensuite je l'ouvre, je branche grâce à des petits câbles comme ça en fait, donc vous les connaissez, hein, parce que j'ai fait pas mal de vidéos avec ça, donc c'est des petits... Ça c'est pour Android, hein, mais que ça existe aussi pour iPhone. Et du coup de l'autre côté je branche à mon alimentation le plus et le moins, tout simplement. Et en fait, ça me permet de simuler la batterie et surtout de voir la consommation du téléphone. Donc déjà, avec ça, on sait plein de choses. Savoir, est-ce que la carte mère fait quelque chose? Est-ce qu'elle essaie de démarrer? Est-ce qu'on a un court-circuit? Voilà, donc en gros, voilà, le basique, c'est je branche à mon testeur, je vois si j'ai une consommation. Si je n'ai rien, j'essaye un nouveau connecteur de charge. Et si j'ai rien, je branche tout de suite mes petites fiches et je vois si la carte mère a essayé de démarrer. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on a une vibration? Et dans ces cas-là, peut-être pas d'affichage ou pas de rétroéclairage. Mais voilà. C'est vraiment la base, c'est de voir ce que le téléphone essaye de consommer. Et quand on essaie de l'allumer, voir s'il se passe quelque chose. Et grâce à ça, déjà, on sait qu'il y a un signe de vie ou pas. Et c'est là qu'on va pouvoir attaquer sur le pourquoi on n'a pas de signe de vie. Si j'ai rien qui se passe, eh bien je vais m'attaquer tout de suite. Est-ce que j'ai la ligne d'alimentation principale qui est présente? Donc dans ce cas-là, si elle n'y est pas, peut-être qu'il y a un court-circuit. Est-ce que la puce de charge fait bien son travail? Donc là, on se réfère au schéma pour savoir comment ça rentre, comment ça sort. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que je commence un diagnostic et que je vois pourquoi il n'y a plus de signe de vie du tout. Voilà, tout simplement. Ça t'aurait aidé. Donc au passage, merci. Et oui, notre petit bout grandit bien. Oui. Il vocalise très bien. Il gazouille bien. On dort bien en ce moment, on dort bien. On est en forme. On fait des nuits d'à peu près, je pense des bonnes nuits de 4 heures quand tout va bien. On est bien. C'est pratique le matin, je prends un double café là, parce que sinon c'est compliqué. Donc ensuite, on a une question de Patapouf. Voilà. Salut Patapouf. Ça s'invente pas. C'est un très bon pseudo Patapouf. Bonjour, comment faire pour retrouver un composant dont la référence reste introuvable sur le net, dont le schéma n'est pas disponible et sans rapport ni avec du PC ni avec du smartphone? Eh bien là, je pourrais pas te répondre. On a malheureusement pas toutes les clés dans ces cas-là et il n'est pas toujours possible de retrouver les composants. Alors, il y a un métier pour ça, mais malheureusement, il y a très peu de gens compétents là-dedans. Il faut te référer dans ces cas-là, en fait, dans des forums ou dans des groupes d'électronique et des groupes d'électronique, on va dire, d'intégrateurs, parce que c'est les intégrateurs, hein, c'est eux qui vont développer les cartes mères, en fait, qui vont intégrer les composants et choisir pourquoi ils vont mettre tel circuit à tel endroit, etc.
Ces gens-là vont pouvoir te répondre un petit peu grâce à, si tu fais une photo de la carte mère, ils vont voir à peu près comment, alors ça dépend pas pour tout, encore une fois, hein, parce que certains circuits intégrés sont tellement complexes qu'ils pourront pas te répondre, mais grâce à certaines pistes et certains composants autour, ils vont voir une diode, ils vont voir un composant, ils vont voir la ligne des pistes, ils vont dire ok, ça c'est tel composant, il sert à ça, et ça va peut-être pouvoir t'aider, mais ça c'est pas toujours le cas malheureusement. Quand c'est des circuits plus compliqués, ils vont te dire bah je suis désolé, mais en fait là on peut pas, si le composant est vraiment brûlé complètement, que tu vois plus la référence, ou alors qu'il n'y a pas de référence du tout, parce que certains fabricants s'amusent avec ça, ou des fois ils mettent des noms farfelus qui veulent rien dire, et bien là tu n'auras pas si tu n'as aucun schéma, si tu n'as rien on va dire pour t'appuyer, pour avoir un exemple ou quoi que ce soit, bah, tu seras coincé, tu ne pourras pas changer de composant. Ça arrive de temps en temps, hein, pas très souvent heureusement, mais ça nous arrive aussi de temps en temps où on peut pas trouver le composant et auquel cas on peut rien faire. Donc tout ce qui est Samsung, PC portable, on arrive toujours à trouver. Maintenant, tout ce qui est des tablettes des fois ou des appareils un peu différents, des GPS, je sais pas, je prends un exemple, et bien là, t'es coincé quand le composant n'a pas de numérotation ou qu'il est vraiment brûlé complètement et que c'est un composant plus complexe, tu pourras pas trouver. Donc voilà, c'est plus compliqué. Dans ce cas, il faut se trouver une carte mère d'occasion ou en panne qui a le même composant qui serait lui bon et faire l'interversion. C'est les seules chances que tu pourrais avoir de réparer. Mais là, il faut voir le coût forcément de trouver ça. Voilà, c'est pas toujours évident quand c'est comme ça. Donc ensuite, une question de Emric Ouz. Bonjour, super vidéo comme d'habitude, très pédagogique. Merci à toi pour le temps que tu prends à nous montrer, expliquer et nous conseiller. Avec plaisir. J'aurais toutefois une question. Pourquoi les condensateurs céramiques qui se trouvent en dessous ou à côté des APU, CPU et GPU bipent-ils en continuité quand on recherche un court-circuit alors qu'ils ne sont pas en court-circuit? Merci à toi et bonne continuation. Très bonne question. Très bonne question. Alors parce pourquoi? que ça revient souvent. Ouais, ça revient souvent. Et d'ailleurs, beaucoup font cette erreur de me dire quand on est sur des groupes ou même quand ils veulent un petit coup de main, j'ai ça qui sonne, je suis en court-circuit, du coup j'ai injecté et là, patatrac, grosse erreur, vous venez de flinguer la machine. Ça c'est un truc, ne faites pas d'erreur. Quand vous testez en court-circuit une alimentation de processeur ou de carte graphique, de GPU, vous serez très souvent en bip, votre multimètre va sonner. Pourtant, vous ne serez pas en court-circuit, vous serez très proche de la masse, parce qu'à l'intérieur, la conception du processeur ou de la carte graphique du GPU fait qu'il y a des millions, voire des milliards, je crois, de transistors à l'intérieur, et du coup, plus il y en a, plus vous vous rapprochez de la masse. Enfin, je simplifie le truc, parce que je suis pas à l'intérieur de la puce, mais dans le principe, c'est un peu ça. Certains pourront peut-être mieux expliquer que moi, ou qui sont dans le domaine de la conception des die, on va dire, ou des puces. Mais en gros, un processeur, par définition, de par sa conception, au niveau alimentation, est très proche de la masse. Mais c'est pas pour autant qu'il est en court-circuit. C'est d'ailleurs pour ça qu'un processeur chauffe fort et qu'on a besoin de le refroidir. Parce que quand on va mettre du courant et qu'il va travailler, il va dissiper, il va faire beaucoup de chaleur et on va devoir dissiper cette chaleur parce qu'il est très proche de la masse et du coup il a besoin de ça pour fonctionner, si je peux dire ça comme ça. Pour autant, vous n'êtes pas en court-circuit, mais le multimètre croit que vous l'êtes. Par exemple, un processeur, vous n'allez pas être à 0.000 en mode continuité, mais vous allez être à 8. Par exemple, ou 4, ce n'est pas un court-circuit, vous êtes très proche de la masse, le multimètre sonne, mais vous n'êtes pas en court-circuit. Et attention, si vous croyez que vous êtes en court-circuit, vous allez vous dire, bah je vais injecter du courant pour faire chauffer le composant que je crois être en court-circuit. Si vous injectez même 3 volts dans le processeur qui est censé en prendre 0,8, c'est terminé, clairement. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Mais du coup, ça sonne, et du coup, on pense à un court-circuit parce que la conception de la puce du processeur, par exemple, est très proche de la masse. Parce qu'il y a plein de transistors dedans, tout simplement. Donc, méfiez-vous, vérifiez bien vos valeurs, en fait, quand vous regardez votre multimètre. C'est pas parce que ça sonne que c'est un court-circuit. Voilà, très important de vérifier ça. Ensuite, on a une question de MyUniverse73. Salut David, pourquoi changer les CPU ne vaut généralement pas le coup, sachant que tu changes les GPU, si je ne dis pas de bêtises, n'est-ce pas presque aussi cher? Alors non, je ne change pas les GPU, c'est extrêmement rare que je le fasse. Je l'ai fait de temps en temps quand j'ai en fait 2 cartes mères à moi, enfin une d'un client et une à moi qui est restée pour pièce. Où là j'ai la pièce en fait, et là ça vaut le coup pour le client, donc je lui propose. Je m'explique. En gros, un client m'apporte un PC portable où la carte graphique ou le processeur est HS. Donc j'ai fait mes tests et effectivement là je suis sûr il est mort. Et généralement, en fait, le coût de la puce en neuve ou même d'occasion sur Internet vaut vraiment très cher. Et le risque, parce qu'il y a un risque forcément, parce qu'on va dessouder l'ancien processeur, ça c'est par SK, on le dessoude, il n'y a pas de souci, ça c'est plutôt bien. Mais le risque quand on ressoude le nouveau processeur, c'est qu'on l'abîme à la ressoudure parce qu'on chauffe très fort forcément pour ressouder. Et même si généralement ça se passe plutôt bien, il peut y avoir des cas où ça se passe mal. La soudure se passe pas correctement, et du coup on peut flinguer le processeur.
En plus, on prend des processeurs souvent qui sont d'occasion, parce qu'on n'en trouve pas en neuf, hein, même si je prends le coup classique hein, de AliExpress par exemple, où les Chinois vous disent new chip machin, c'est pas du neuf, c'est des puces qui ont déjà servi, qui ont été dessoudées, etc. Et ils vous disent aussi, je les ai testés, mais c'est pas toujours le cas non plus, et du coup vous achetez une puce qui vous allez payer un processeur en moyenne, hein, le minimum qu'on trouve généralement pour des puces classiques, c'est 150 euros. 150 euros, ça c'est juste le prix de la puce, donc vous forcément... Ouais, puis ça peut monter beaucoup plus voilà, cher sur des grosses machines. Voilà, ça peut aller jusqu'à 400, 500 euros, enfin ça peut monter très fort. Et du coup, ça, plus le risque de flinguer la puce que vous venez d'acheter 150 ou 200 ou même 300 euros, si ça fonctionne pas, vous l'avez dans l'os. Et proposer au client, ouais, mais si ça marche pas, je te facturerai le prix de la pièce 150 balles, dire au client, bah tu me dois 150 euros parce qu'en fait ça n'a pas marché. Moi, je le fais pas, ça. Hein. Clairement, le client, je pense qu'il aurait un peu les nerfs et je le comprendrais parfaitement. Donc, la seule chose que je fais, moi, c'est quand, par exemple, et c'est là que c'est intéressant, quand des clients ont, on va dire, l'aimabilité de me laisser des appareils, quand vraiment je leur dis, la carte graphique est HS, ça vaut pas le coup de réparer, pour autant, le processeur, lui, est encore bon. Ça veut dire que voilà, ou inversement. Et du coup, il me reste parfois quand les clients acceptent de me laisser les appareils, et c'est quand même très important pour moi, ça me permet en fait de piquer des composants, et là, au moins c'est valable, parce que je facture pas le prix de la puce, je facture que le temps passé, parce que j'ai pas payé le PC, on me l'a laissé, donc l'avantage c'est que moi du coup j'ai de la pièce pour sauver un autre ordinateur. Et ça m'est arrivé sur un petit ROG Zephyrus que j'aimais bien, j'ai pu transplanter, c'était le processeur, le processeur du ROG Zephyrus, c'était une belle machine, était HS, j'ai pris un processeur d'une autre carte mère, et je l'ai mis dessus, et ça a fonctionné, j'étais content, j'avais un super PC portable, je l'ai gardé, il est à la maison, j'en suis content. Voilà, mais du coup les clients c'est pareil, quand des fois ils me laissent un PC et que le processeur ou la carte graphique est HS, et que par chance j'ai le même modèle ou même version, je peux le transplanter. Et là je fais un devis. Et bien sûr je dis attention c'est sous réserve que ça fonctionne bien, etc. Mais là c'est une chance. Sinon effectivement ça vaut pas le coup parce que le risque et le prix de ces puces-là, cartes graphiques et processeurs sont trop importants. Et quand c'est des plus vieux modèles, les cartes mères généralement d'occasion sont plus intéressantes que du temps à passer dessus. Auquel cas, je dis au client, bah en fait, changez la carte mère, trouvez-en une d'occasion sur internet, ça vaudra plus le coup que moi je tente de vous la réparer. Autant que je vais passer dessus, je vais être plus cher. Donc on est assez honnête en général dans ces cas-là, on préfère le dire. Et même pour nous, c'est pas drôle de passer un temps fou sur une carte qui risque de pas fonctionner derrière. On le fait vraiment quand on est sûr d'avoir des composants et que ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, mais on n'y a pas passé trop de temps, on n'a pas attendu une commande, on n'a pas mis 150, 200, 300 euros dans la puce. Il y a moins d'enjeux, voilà, tout simplement. Donc on le fait seulement quand on est sûr d'avoir les composants nécessaires. Voilà. Prochaine question de Sefiu Youssouf. Merci David. Pour ce qui est de la FAQ, nous avons des difficultés à avoir les composants dans ma zone. Peut-on réutiliser les PMU baseband Tristar pour le même constructeur Samsung, Apple et aussi, comment bien lire les schémas pour les débutants? Alors, bien lire les schémas pour les débutants, c'est pas évident. Je commence par là. J'ai fait quelques petites vidéos pour les PC portables. Il existe des cours hein, pour ça qu'on peut trouver sur internet. J'essaie de vous retrouver les liens pour vous les mettre. Ça pourra servir à pas mal de monde. J'ai des petits bouquins. Alors, c'est en anglais. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas vraiment habitué à l'anglais, c'est pas facile. Mais il n'y a pas, je crois pas qu'il y ait des cours, enfin, ou des livres intéressants en français. Il y en a très peu, voire même pas du tout. Enfin, en tout cas, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, n'hésitez surtout pas à mettre les liens. Ça peut être intéressant. Je mettrai moi les liens de ce que je connais, on va dire, mais c'est en anglais, donc il faut toucher un petit peu en anglais. Bon, c'est pas très complexe, mais il y a quelques termes techniques, on va dire. Ça, c'est pour le schéma électronique. Pour la réutilisation des composants. Alors, tu peux réutiliser en gros tous les composants d'alimentation que tu veux, donc PMU si c'est les mêmes références, ou en tout cas qu'elles sont compatibles, tu peux le voir sur internet en cherchant, tu peux. Les puces de charge, tu peux. Par contre, tout ce qui est modem, en général tu ne peux pas, parce qu'en fait ils sont, alors sur les Samsung généralement ils sont intégrés dans le processeur pour la plupart, donc en fait le processeur il est lié avec un numéro de série, etc. Enfin c'est assez compliqué, donc c'est pas forcément toujours simple. Quoique sur les Samsung c'est déjà un peu plus facile entre guillemets, parce que c'est moins compliqué voilà. qu'iPhone. Sur les Samsung en général, enfin je prends Samsung, les Android en général, tu as le processeur, la RAM et la mémoire. Tu peux les transplanter, donc tu prends ces deux composants là, tu les mets sur une autre carte mère fonctionnelle, et techniquement c'est bon, il n'y a pas de souci. Les iPhones c'est plus compliqué, tu as le modem, l'EEPROM modem, le processeur, l'EEPROM processeur CPU qui sont liés ensemble. Donc ces quatre puces là obligatoirement doivent aller ensemble. Ça c'est à partir des 12, la mémoire n'est plus importante. Sur les modèles en dessous, la mémoire a des numéros de série importants, donc tu dois prendre la mémoire avec, ou réécrire ces fameux numéros de série avec des programmeurs sur une autre mémoire. C'est plus lourd, on va dire. Et je te cache pas que transplanter un processeur sur la paire d'iPhone ou Samsung, c'est quand même pas mal lourd, c'est long, il faut beaucoup s'entraîner, parce que bien souvent tu peux flinguer le processeur en le retirant ou en le ressoudant. Donc il faut beaucoup s'entraîner. Alors si tu es doué en manuel, tu pourrais peut-être y arriver, ça se trouve tu y arrives déjà. Mais effectivement, dans ce cas, quand tu as des composants que tu as du mal à voir, bah, le mieux c'est de garder toutes les cartes mères possibles que tu peux quand les clients te les laissent, parce que c'est pas réparable ou c'est pas économiquement réparable. Tu leur demandes s'ils veulent bien te laisser l'appareil pour pièces, et du coup tu pourras
Alors, on en revient au même sujet que ce que je disais tout à l'heure avec les cartes mères de PC portable, tu auras des pièces, des composants pour sauver d'autres cartes. Il faut que les clients en fait essayent de comprendre que malheureusement, alors pas toujours le cas, mais un téléphone ou un PC portable en panne en général ne vaut plus grand chose à part pour pièces, pour l'écran ou ce genre de choses. Mais enfin, généralement sur le bon coin, tu vas revendre l'appareil, allez, 50 balles. Bon, certains clients, évidemment, 50 balles, c'est 50 balles, c'est important. Donc ça dépend des gens. Certains vont te dire, bah je vous laisse parce que clairement j'en ferai rien, je vais le jeter. D'autres, effectivement, ils vont essayer de le revendre sur le bon coin ou ailleurs. Dans ces cas, tu peux toi leur proposer peut-être, voilà, si vraiment c'est un appareil que tu as rarement et qui a vraiment des composants nécessaires qui sont chers, tu peux peut-être leur dire, bah écoute, je vous le reprends à tant d'euros ou tant de, je sais pas quelle monnaie chez toi si tu es loin. Et voilà, tu essaies de voir à ton client si tu as moyen de lui racheter pour forcément pas trop cher. Le but du jeu, c'est que tout le monde y gagne et avoir de la pièce. Mais pour ça, faut avoir beaucoup d'appareils en panne en général pour te créer un stock finalement, mais c'est pas facile au début. Donc ouais, c'est compliqué de trouver des composants quand t'es loin et que tu peux pas commander, ça c'est sûr. Ensuite, on a une question de Papy78. Salut Papy78. Son pseudo. Salut, comment tu fais pour avoir le microscope aussi haut sans la Barlow? Aussi haut sans la Barlow. Alors je n'ai pas de Barlow, effectivement. Je ne trouve pas qu'il soit très haut en fait mon microscope. C'est peut-être l'effet de la vidéo. C'est peut-être l'effet de la vidéo parce que ma caméra, oui, c'est peut-être ça. Ma caméra est plus haute, enfin ou en tout cas au même niveau que le microscope. Donc du coup effectivement on a l'impression que le microscope il est haut, alors qu'en fait je vais essayer de baisser. Pas tellement. Voilà, j'ai la lumière. J'ai ça d'écart. Donc ouais non c'est vraiment la hauteur classique d'un microscope normal. Par contre maintenant que tu poses la question, je rebondis sur quelque chose d'important parce que il y a beaucoup de réparateurs qui travaillent avec une lentille de Barlow et qui du coup on va avoir une hauteur plus haute et qui vont être plus à l'aise pour travailler avec l'horaire chaud, etc. Mais c'est pas une bonne idée pour autant parce qu'en fait les lentilles Barlow vont casser l'effet 3D un peu que tu peux avoir sur les composants et du coup pour les attraper, pour la précision, tu vas être moins à l'aise. Vraiment faites l'essai. Ceux qui travaillent sur Barlow, essayez d'enlever la Barlow et de zoomer avec le volant sans rien ici là. Et vous allez voir que les condensateurs, par exemple, vous allez beaucoup mieux les voir en relief. Et du coup, pour les attraper avec vos Bruxelles, vous serez beaucoup plus à l'aise. Donc pour attraper, faire des jumps, enfin bref, travailler sur une carte mère, c'est beaucoup mieux de travailler sans Barlow. La Barlow, pour moi, c'est juste pour faire un contrôle visuel, finalement. Mais bon, c'est un peu embêtant de l'enlever, de la remettre, et finalement, la hauteur ne sert plus à rien. Donc essayez. Alors c'est vrai que c'est pas facile de s'habituer à travailler avec les outils comme ça. Mais si vous avez une lampe comme la mienne, là, c'est pas une lampe avec des vis sur les côtés qui prend pas beaucoup de place, et bien en fait, on se gêne pas du tout avec les outils. Et une fois qu'on a pris l'habitude, eh bien on travaille très bien. D'ailleurs, moi je travaille tous les jours sans Barlow et je n'ai aucun souci, ça se passe très bien. Et l'avantage, c'est que j'ai vraiment cette précision accrue grâce à ça. Donc c'est très important. Faites l'essai ceux qui ont eu une Barlow et vous verrez, c'est quand même assez sympa. Voilà. Hop, donc suivante. pour continuer, donc on a Ed. Salut qui Ed. nous dit bonjour David, j'ai beaucoup de questions. La première, combien coûte ton matériel entre le logiciel et le reste? Alors, j'avais fait une vidéo sur le matériel, donc si tu peux, je te mettrai le lien, tu pourras revenir dessus. Les logiciels, voilà, encore une fois, on l'avait fait sur la vidéo précédente, je crois que le logiciel c'est 60 € pour BooksEngine ou ZXW, donc c'est à peu près 60-70 € je crois la licence. Et le matériel, c'est pas facile de dire tout le matériel, mais j'avais fait une vidéo pour ça, hein, mais en moyenne, si tu souhaites t'équiper, on va dire, un minimum pour bien travailler. Bah, alors après, Oui. si ça peut t'aider, C'est la question suivante. Il nous demande donc déjà si on peut partager un lien pour l'achat de matériel accessible aux particuliers. Donc oui, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je te remets la vidéo si tu veux. Je sais pas si je l'avais fait avant ou après cette question. Je crois que je l'avais fait avant, mais t'es peut-être pas tombé dessus. Ben, je te remets le lien de la vidéo. Ce sera aussi bien et tu verras parce que tu peux acheter pour les particuliers. Il y a les prix, c'est en France, donc c'est un fournisseur qui est très bien, qui s'appelle Pièces de Mobile. J'en ai déjà parlé pas mal et je pense que je ferai d'autres vidéos avec eux parce que ils sont super sympas. Clairement, il y a quelques fournisseurs avec qui ça se passe très bien comme ça. Et vraiment pour le matériel, tu trouveras, je pense, ton bonheur. Donc ou au pire, tu pourras les contacter pour dire vous n'avez pas ça, est-ce que vous pouvez le rentrer? Peut-être qu'ils pourront le rentrer s'il y a de la demande. Donc je te mets le lien, ce sera aussi bien et tu verras les prix, ça te permettra de voir tout simplement. Voilà. Je mixe avec une autre question Oui. du coup. Le matériel en fait pour quelqu'un qui voudrait débuter, parce qu'on va rejoindre un peu la question au niveau Alors prix, pour moi, les 4 outils nécessaires, vraiment nécessaires pour débuter en micro studio, en tout cas microscope, parce que forcément faut que vous voyez quelque chose. Et alors prenez pas une caméra à la con là, ça c'est nul. Prenez un microscope, vraiment un vrai microscope. Ça coûte plus si cher que ça. Ça a l'air impressionnant comme ça, hein, mais ça coûte plus si cher que ça aujourd'hui. Ça a augmenté un peu quand même. Ça a augmenté un peu, oui, avec le Covid, etc. Et puis avec tout ce qui se passe, les problèmes d'énergie et autres, ça a augmenté. Parce que le transport, etc. Mais ça reste encore, on va dire, si vous êtes un grand passionné ou que vous réparez un minimum ou quoi, ou voilà, c'est un budget. Je sais que c'est pas drôle, mais il faudra forcément
vraiment à un moment mettre la main à la pâte si vous souhaitez vraiment vous y mettre. Le microscope, je crois qu'en moyenne, on trouve des microscopes. Alors vous pouvez me trouver d'occasion, hein, peut-être sur eBay ou même dans les groupes de réparateurs qui arrêtent ou qui en ont en rab. Hein. Allez, je dirais entre 300 et 600 euros. Voilà, je mets une fourchette haute, on va dire, mais voilà, vous trouvez le microscope dans ces prix-là. Le fer à souder, alors là il y a plein de fer à souder différents. Commencez par du T12 vraiment pour si vous n'avez pas beaucoup de budget. Et sinon partez sur voilà, les trucs comme Sugon, etc. Vous retrouvez encore une fois le lien, je mettrai chez Pianobil, je ne vais pas embêter, je vais mettre chez eux parce qu'ils ont pas mal de matériel sympa. L'air chaud, la Quick est très bien. Et puis un multimètre. Alors le multimètre, un truc à 30 euros, 40 euros, ça fait très bien l'affaire. Hein, du moment qu'il y a le mode diode et le mode continuité, ça suffit très bien. Cherche une alimentation. Ouais. Et encore, pour commencer, la lime, bon, c'est quand même bien d'en avoir une. Une lime, pareil, on trouve des alimentations, allez, dans les, je pense, 60 euros, on a une petite alimentation qui commence à être sympatoche. Et voilà, ça c'est vraiment le minimum. Après, il y aura les accessoires qui viendront avec. Mais pour commencer, vous aurez vraiment la base. Voilà, c'est tout. Et voilà, faites-le au fur et à mesure, on va dire. Hein, n'achetez pas tout d'un coup, parce que clairement, vous allez vous ruiner. Ce sera pas rentabilisé, enfin, sauf si c'est vraiment l'argent. Mais essayez d'abord pour voir si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui vraiment vous tente, ou si vraiment c'est un métier qui va vous, ou en tout cas une passion qui va vous énerver, parce qu'il y en a qui vont pas forcément avoir la patience, qui vont dire ah c'est bon, ça me gonfle, c'est trop petit, je comprends rien, etc. Il faut aimer, hein, clairement, il faut être passionné, il faut aimer cherchouiller, il faut s'accrocher, voilà. Il y a des fois où vous n'allez pas réussir à réparer, ça va être très frustrant, d'autres fois où vous allez réussir à réparer, ça va être super, donc voilà, il y a des hauts débats, on va dire, c'est les montagnes russes dans ce métier, donc, mais même aujourd'hui, moi ça m'arrive, hein, il y a des trucs que j'arrive pas à réparer, je comprends pas pourquoi, je vais y passer des heures, et des fois je vais avoir un tilt, et le lendemain je m'y remets, et c'est bon, ça fonctionne, mais des fois pas du tout, enfin voilà, ça dépend des jours. Donc voilà, on va dire équipez-vous doucement, mais si vous aimez ça, sûrement. Voilà, je vais dire ça comme ça, tout simplement. Question suivante. Ouais, je suis chaud là. Oui, il fallait juste répondre quand même à peu près le matériel qu'on a aujourd'hui. Ouais. Entre nos deux ateliers, puisque maintenant on a aussi un atelier à la maison qui est vraiment un second atelier complet. À combien ça montrait, à combien j'estimerais le matériel? Commence à y avoir pour un petit peu de sous. Ouais, ça commence à piquer un peu le niveau matériel. J'en ai pour un bon billet quand même parce que bon, il y a évidemment le classique, voilà, comme je disais, microscope, air chaud, multimètre, etc. Mais j'ai aussi une palanquée de programmeurs, de testeurs qui coûtent relativement cher chacun en général. Et puis après, il y a ma BGA automatique qui coûte en plus qui a je crois quasiment doublé, voire même plus que doublé au niveau du prix avec le Covid et puis encore une fois les problèmes d'énergie actuels. Il y a ma CNC. Oh. Je pense qu'on doit être dans les... Au prix matériel, je pense qu'on doit taper dans les... Alors, c'est pas non plus... Enfin, par rapport à des grosses entreprises, c'est pas énorme, hein, clairement. Mais je pense qu'on est dans les 40 000, 50 000 euros, je pense, de matériel. À vue de pif, comme ça. Je pense que je dois être par là. Je parle que du matériel. Je parle pas après des composants, des pièces, des cartes mères que j'ai pour pièces, etc. Juste le matériel. Je pense qu'il faut être 40 000, 50 000 euros à peu près. Je dois pas être bien loin de la vérité sur ce chiffre, je pense. Parce que j'ai tout en double, encore une fois. Il y aurait que un magasin, je serais à moins que ça, donc voilà. Et parce que j'ai... la BGA qui coûte assez cher, qui augmente un peu le tarif, la CNC qui augmente le tarif aussi, voilà, c'est vraiment les grosses machines qui vont faire que forcément on est sur des prix un peu plus élevés, mais ouais, je dirais ça à peu près, donc ouais, 40 000, 50 000 euros de tout mon matériel, je dirais, et je prends pas en compte le matériel de la formation, que j'ai x4. Là, forcément, ça tape encore un peu plus haut. Ouais, mais bon, mais ça compte pas. Ouais, c'est encore autre chose. Ouais, tout à fait, c'est différent. Donc voilà, à peu près. Donc, on va aborder le sujet qui passionne et déchaîne les foules, les formations. Les formations. Puisque donc Ed... J'y vais, hein. me demandait, et la dernière question qui, je pense, va être posée très souvent, à quand la reprise des formations? Ouais. C'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup, mais j'aimerais apprendre avec le meilleur. Je m'étais déjà renseignée, mais malheureusement, vous étiez en pleine modification de vos formations. En espérant que vous choisirez une deuxième question, à très bientôt, bonne continuation, vous êtes un super formateur et très pédagogue. Merci beaucoup. Ciao. Alors, les formations, on est en cours de reprise, entre guillemets. Là, on est en train de caler des dates avec Cindy. J'ai rattrapé mon retard. En fait, là, il fallait vraiment que j'épure tout le retard que j'avais au magasin pour reprendre des formations, parce qu'encore une fois, c'est moi qui forme, hein, donc je peux pas être partout à la fois, malheureusement. Mais pour l'instant, je veux continuer à former moi-même, parce que on a beaucoup de gens qui viennent se former chez nous en se plaignant d'avoir fait des formations ailleurs et qui n'ont pas été du tout parce que les personnes, malheureusement c'est triste à dire, mais c'est... Alors,
parle en global, hein, attention, je dis pas que voilà, mais c'est souvent des gens qui ne sont pas, on va dire, ou qui ne sont plus dans la partie. Donc des gens qui sont soit des employés et qui font ça, voilà, ils font du copier-coller en fait. On leur a dit de faire comme ça, donc ils font comme ça. Mais dès qu'il y a des questions un peu plus complexes, ils vont pas forcément être à l'aise pour répondre et du coup ils vont faire des bêtises. On a même eu, bon, je vais pas citer de nom hein, parce que le but c'est pas de casser du sucre, hein, loin de là, c'est pas du tout mon délire. On a même eu des gens qui forment, donc de groupes de formation très connus, qui nous ont envoyé des appareils parce qu'ils n'arrivaient pas à réparer eux-mêmes. Et je me dis que c'est un peu dommage quand on est formateur de pas réussir soi-même à réparer un appareil et de l'envoyer ailleurs. C'est un peu triste en fait et on se dit que là il y a des trucs qui vont pas parce que le formateur c'est aussi son métier de se mettre à jour finalement. Enfin en tout cas encore une fois je rebondis sur l'horlogerie. Quand j'étais horloger on nous a martelé la tête avec ça. C'est quand vous êtes dans un domaine de réparation c'est à vous de vous mettre à jour. On doit se mettre à jour sur les dernières choses qui viennent de sortir, les nouveaux modèles, voilà. Donc voilà, quand j'étais horloger, je me mettais à jour. Hein, j'aimais bien ça aussi. Hein, en même temps, ça reste une passion. Ah bah tiens, il y a telle montre qui vient de sortir, c'est super. Ah bah comment elle est faite? Ah il y a ça, ouais, c'est bien. Oh, ça va être compliqué à réparer, mais comment on va faire? Voilà. Bah, pareil pour les iPhones, pareil pour les PC. On adore. Bah tiens, là, au moment où je parle, il y a des nouveaux outils qui viennent de sortir. Je trouve ça excellent. C'est pour le Face ID. Je ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus. Ils viennent de sortir là au moment où je parle. Encore une fois, donc quand vous aurez la vidéo, il sera déjà sorti. Des nouveaux programmeurs de Face ID qui évitent de dessouder, de toucher aux dots, etc. Ça c'est formidable, franchement c'est des outils qui sont géniaux, mais voilà, faut se mettre à jour, faut suivre un peu les groupes, faut suivre les réparateurs, voilà, faut se mettre à jour. Et du coup, c'est important en tant que formateur d'être à jour. Donc il y a malheureusement beaucoup de trucs qui vont pas là-dessus. Donc je rebondis là-dessus. Donc nous on va reprendre les formations sous peu. Donc normalement cette année on devrait faire des formations. Je parle pas trop vite pour l'instant parce qu'on avait eu quelques déconvenues avec le centre qui devait nous suivre à l'époque pour avoir le CPF, mais ça s'est pas passé comme on voulait. Donc on est sur quelque chose, mais je veux vraiment pas avancer le truc pour dire oui c'est bon ça va le faire sinon, parce que je me suis fait avoir la première fois, donc pas deux. On essaye de tout faire pour avoir le CPF au plus vite possible, mais ça risque d'être long forcément parce que c'est très compliqué vu que c'est un métier qui n'existe pas, il n'y a pas de diplôme. Mais voilà, on fait tout pour essayer d'avoir on n'a pas envie de tricher. Voilà, on veut pas tricher parce qu'il y en a plein qui nous disent ah mais j'ai des astuces pour le CPF, tu fais comme si. Non, nous on n'est pas comme ça, on veut faire ça carré, on va faire ça bien pour que ceux qui viennent se former encore une fois ne soient pas déçus, n'aient pas de voilà, donc c'est pas drôle, je sais c'est long, mais on veut vraiment faire quelque chose de propre et de costaud, donc c'est pas drôle, mais je préfère faire comme ça, on veut travailler correctement. Donc, on devrait reprendre techniquement au moment où je parle, parce que la vidéo va peut-être avoir un petit peu de battement pour sortir, on devrait reprendre, allez, je dirais, au plus tard, au milieu de l'année là. Donc, normalement, en mai, hein, je pense qu'on sera pas mal pour reprendre les formations. Ouais, je pense qu'il y aura quand même quelques sessions, parce qu'on a quand même beaucoup on a de la demande. Hein. Et alors moi, à côté de ça, même si je n'ai pas fait de formation là dernièrement, parce que j'étais encore une fois très noé, puis il y avait le petit bout qui venait d'arriver, etc. J'ai pu quand même travailler, moi, pas mal sur les programmes de formation pour les PC portables et les MacBooks, parce que ça va venir. C'est assez complexe, surtout pour les MacBooks, parce que les MacBooks, il y a eu plusieurs générations et il y a beaucoup de choses qui ont changé sur les derniers MacBooks, mais quand vous faites une formation sur les MacBooks, bah, vous attendez à pouvoir réparer les anciens et les nouveaux, et pas juste de telle année à telle année, vous serez capable de réparer, mais après, il faudra revenir me voir dans... Non, le but du jeu, c'est de faire un truc pour que vous soyez quand même apte à réparer à peu près tous les modèles, donc c'est plus lourd, c'est plus long, donc je prépare tout ça, donc c'est prévu, mais voilà, encore une fois, il y a du taf là-dessus, et encore une fois, je suis tout seul, mais je veux faire ça bien, donc ça prend du temps. Voilà. Une petite question, pour le coup, pas liée aux formations, mais on revient un peu sur une question un peu pratique, si je peux dire, ouais. De Adriane Porte. Bonjour, encore merci pour le partage de ton savoir et la qualité du contenu. J'ai une petite question pour la FAQ. L'utilisation de l'isopropanol peut-il endommager certains composants d'un smartphone, genre batterie, micro, haut-parleur, l'arrière d'un écran et appareil photo? Pour ma part, après un nettoyage à l'isopropanol, j'ai tué le micro d'un Xiaomi Mi 9T. Mis à part ça, le téléphone fonctionnait correctement, mais s'est arrêté de fonctionner une dizaine d'heures plus tard. Quand j'essaye de l'allumer, il vibre, mais je n'ai aucun affichage, d'où ma question un peu plus haut. Alors oui, tu peux endommager des composants avec l'ISO. Les écrans, effectivement, tu peux. Hein, alors ça dépend du type d'écran. Les écrans, les tout derniers écrans OLED, par exemple, j'ai démonté un 14 et puis j'ai fait ça avec un collègue qui m'a dit « Ah, vas-y, tu peux y aller, pas de soucis, je viens y formiche. » Voilà. Et encore, non,
non, on peut les Non, noyer si, ceux-là. si. Enfin, oui, enfin, faut Oui. renforcer, mais on Quand va je dis pas, noyer, voilà. c'est vraiment noyer, Ouais, ouais. quoi. c'est- Mais par contre, les écrans classiques, entre guillemets, oui, tu peux faire l'essai sur un vieux téléphone, par exemple, si tu as envie. Tu mets de l'alcool bien sur les bords, tu verras, ça va te faire des taches vraiment ignobles sur l'écran. Donc là, tu peux abîmer et effectivement, tu peux aller jusqu'à flinguer le système. C'est pas fait pour, on va dire, parce que le système, en gros, de thermocollage, il aime pas trop l'alcool en général et là, il peut se décoller et du coup, oui, tu peux perdre l'affichage. Donc ça, c'est vraiment dans les pires des cas, mais ça peut arriver. Oui, tu peux abîmer les haut-parleurs. J'ai abîmé, par exemple, moi, une fois, une membrane de haut-parleur de MacBook. Quand j'ai voulu décoller une batterie de MacBook, j'ai utilisé un peu d'alcool et ça a coulé un peu sur la membrane et j'ai abîmé. Donc je l'ai changé, c'est pas grave, mais je me suis plus fait avoir une deuxième fois. Après, j'ai démonté les haut-parleurs. C'était Les vraiment. caméras non plus, aiment pas trop. Les caméras, ça va encore, ça dépend lesquelles. Ouais, caméra certaines n'aiment pas trop parce que bah, arrière, t'auras des tâches, etc. Donc ça va pas te le rendre HS, mais ça va pas trop aimer. Oui, donc en gros, pour être clair, certains composants, j'ai envie de dire les composants externes, des composants électroniques d'une carte mère, il n'y a aucun problème. Par contre, des composants comme effectivement des membranes, donc haut-parleurs, micro, des écrans, etc. Ça n'aime pas trop l'alcool. Effectivement, faut vraiment éviter. La batterie, il n'y a pas de souci parce que la batterie elle risque rien, à part si tu fais un court-circuit, un petit arc électrique et que tu as du coup bah, l'arc électrique qui se fait avec l'alcool qui est dans ton téléphone, là tu risques d'avoir une belle flamme et là je te le déconseille. Donc voilà, faut quand même faire attention à ce genre de choses. Mais la batterie en elle-même, non, on ne risque pas de perdre en puissance avec l'alcool, ça y a pas de souci. Donc voilà, tout simplement. Autre petite question technique. Pour la FAQ donc de CL4 Rion, oui, Oui. je pense que c'est comme ça. Donc pour la FAQ, lorsqu'un condensateur CMS est HS sans schéma, peut-on mettre un de même taille venant d'un objet électronique utilisant plus ou moins les mêmes voltages par exemple, sans que cela soit dangereux pour l'appareil ou il vaut mieux le laisser vide? Merci encore pour tes vidéos qui nous apprennent beaucoup. C'est pas facile à dire. Alors, le top du top, déjà, pour être sûr de pas te, entre guillemets, te planter sur la tension du condensateur, parce qu'un condensateur a une tension maximale. Si tu mets un condensateur qui fait 6 volts, par exemple, sur une ligne de 25 volts, tu vas flinguer le condo rapidement. Il est pas fait pour ça. Donc, le top, déjà, c'est qu'avec ton multimètre, quand l'appareil fonctionne, ou même si tu sais à peu près quelle tension tu as sur cette ligne, déjà, tu sauras que le condensateur, il est pas censé faire tant. C'est-à-dire que si la ligne est fait 4 volts et que tu mets un condensateur de 1 volt, ça fonctionnera pas. Il faudra forcément un condensateur qui fait au moins 4 volts et un peu plus pour être tranquille en général. Ça, c'est pour la tension. Et après, effectivement, tu as la capacité du condensateur en farad. Là, c'est clairement pas facile parce que c'est pas la taille qui va définir la capacité. Je le fais moi de temps en temps pour des PC portables où vraiment je connais. C'est-à-dire que un condo qui a pété sur la ligne principale d'un PC portable, je sais que généralement les condos sont effectivement là les mêmes d'un modèle à l'autre, donc je peux les piquer dessus, etc. et m'amuser. Et oui, effectivement, ces cas-là, les tailles conviennent parce que voilà, les fabricants, c'est du Compal, par exemple, LA- quelque chose, c'est les mêmes, ils utilisent les mêmes, tu sais que c'est les mêmes, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour certains modèles ou types d'appareils, c'est pas parce que tu vas prendre un Samsung et un iPhone que parce qu'ils ont la même taille, ils vont être les mêmes. Ça, malheureusement, non. Donc c'est pas facile dans ces cas-là d'être sûr. Et oui, dans ces cas-là, vaut mieux le laisser vide. Si bien sûr, tu en as d'autres qui sont là pour faire le travail. Les condensateurs, il faut savoir qu'ils sont là du coup pour stabiliser la tension, donc les volts. Ils sont aussi là pour supprimer les parasites d'une ligne. Et il y a plusieurs fréquences de parasites. C'est pas pour autant que tu auras tous ces parasites. Donc, si tu en enlèves un, les autres vont être capables de supprimer quand même pas mal de parasites sur certaines fréquences et techniquement, tu n'auras pas de soucis. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. J'ai bien normalement, hein, mais j'ai vu des iPhones vraiment qui étaient reconditionnés en Chine. On a rigolé des fois. Hein, où il y avait plus de composants. La moitié des composants sur la carte mère, mais ils marchaient. Il n'y avait plus de condensateur du tout. Pas de condensateur, pas de problème. Et ça fonctionnait. C'était assez rigolo. C'était, je me rappelle, dans les débuts sur les iPhone 6 avec les puces TriStar où ils enlevaient tout en fait. Ils s'en foutaient. J'étais là. Ah ouais, quand même. Il restait bien sûr les résistances, mais franchement c'était assez rigolo et violent à la fois, mais ça fonctionnait. Moi, pour te dire que oui, c'est pas parce que tu retires un condensateur qui stabilise une tension et qu'il y en a pas mal d'autres derrière que ça va te poser des problèmes, ça devrait aller. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis, et effectivement, si vraiment tu ne sais pas quoi mettre et que tu n'as vraiment aucune idée de quoi mettre, il vaut mieux laisser vide. C'est pas drôle, mais c'est mieux comme ça, tout à fait. Voilà. Prochaine question d'Alain Feuillet. Quel flux utilises-tu et à quel moment? Alors, le flux que j'utilise, c'est le Chip Quick, je l'aime beaucoup, le SMD 291NL, voilà, donc c'est une seringue, en fait je l'ai rempli, hein, il y a plusieurs types de seringues, moi j'ai un pot en fait et j'ai rempli ma seringue avec. Alors, je l'utilise à quel moment? Je l'utilise pour ressouder, pour dessouder non, rarement, parce que bah, quand tu dessoudes, t'as pas besoin du flux, parce qu'en fait le flux il est là pour faire des soudures, des belles soudures, des soudures non poreuses, des soudures lisses, des soudures brillantes, bref des belles soudures, pour être sûr que ça aide bien à la prise. Pour dessouder par exemple, il n'y a pas tant besoin de mettre du flux. Certains aiment bien mettre du flux pour dessouder parce que ça va aider à la prise à la chauffe de température, donc oui, ça aide un peu.
On parle de quelques degrés, donc ça fait pas une grosse différence. Certains aiment bien aussi mettre du flux parce que quand tu vas remettre le composant, ça je le fais de temps en temps voilà, quand je veux tester un composant où je sais qu'il est bon et je l'enlève pour refaire un jump en dessous quand ça a pété sur une ligne, etc. Tu mets du flux, tu dessous ton composant, et en fait, le fait d'avoir mis du flux, tu vas avoir vraiment des jolies billes avec un beau dôme de chaque côté carte mère et côté composant. Ce qui fait que tu n'auras pas forcément besoin de t'embêter à le rebiller, tu pourras le reposer directement dessus. Le flux va aider à ça. Donc le flux, il aide vraiment à avoir des soudures égales, des soudures bien non poreuses, bien brillantes, etc. Donc ça va vraiment aider à la soudure. C'est vraiment le nec plus ultra, on va dire, pour la soudure, c'est le flux, ça va vraiment aider à la soudure. Et tu peux aussi t'en servir pour coller des composants au moment où tu chauffes avec ton air chaud pour pas qu'ils s'envolent. Voilà, c'est vraiment les plus classiques, les plus courants, tout simplement. T'as plus de questions. Farid Boubella. Alors, ça va être très rapide. Ouais. Savoir si on fait des réparations sur des iPhone 13 Pro Max. Oui, on fait. Oui. J'en ai un là que j'ai commencé. Il est dans mes tiroirs. Oui, j'en ai déjà fait quelques-uns. Principalement liés aux chutes, comme les 12, les X, tous ces modèles-là où ils ont pris des dérouillés et du coup ils ont tordu un peu. Ça a arraché les cartes l'une de l'autre. On a aussi des courts-circuits, j'ai fait une vidéo, je sais pas si je la sortirai là tout de suite, si elle est déjà sortie ou si elle sortira après celle-ci, mais oui, on fait du 13 Pro, j'ai déjà vu un 14, on en fait, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça change pas grand-chose finalement, c'est le même principe que les X en plus récent. Je simplifie, mais c'est ça. Voilà. Ensuite, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, mais comme on en avait déjà discuté, on y avait réfléchi à un moment donné. Oui. Donc c'est Michael DHT qui nous dit « Ce serait bien en fin de vidéo de dire le prix client de la réparation, oui. Mais je suis toujours admiratif de voir vos vidéos et votre méthodicité, c'est génial. » Alors effectivement, ça pourrait être pas mal que je le dise. On y a réfléchi. Ouais, c'est une conversation qu'on a déjà eue. On y a réfléchi, alors... Je pourrais le dire, en fait je le dis pas parce que j'y pense pas à vrai dire, je pourrais le dire effectivement, et on en avait même parlé avec Cindy effectivement, on s'est dit on pourrait peut-être le dire effectivement, ça pourrait être pratique parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, alors le seul problème c'est qu'encore une fois il y a beaucoup, et malheureusement je sais pas si, voilà c'est ça, je me rappelle maintenant de cette discussion qu'on a vue, on voulait pas le faire pour ça, on voulait pas le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement mélangent beaucoup de choses, c'est à dire que comme je fais des vidéos YouTube et que j'explique que je prends la panne qui a énervé le plus Cindy, c'était, elle s'en rappelle, c'est le PC portable Asus pour les MOSFET. Ah, les MOSFET. Alors ça, elle me déteste d'avoir fait cette vidéo. Parce qu'en fait, c'est une vidéo qui a, tant mieux, beaucoup plu, parce qu'effectivement, c'est une panne qui est courante. Pour autant, c'est pas toujours ça le problème. Et il y a beaucoup de gens qui ont un PC portable Asus qui ne démarre plus et c'est les MOSFET. Et ils nous appellent, ou ils viennent nous voir, j'ai vu votre vidéo, mon PC portable fait pareil. C'est les MOSFET. Non monsieur, votre PC portable fait pareil, oui, parce qu'il ne s'allume plus, mais ça, que ce soit les MOSFET ou autre chose, le PC portable ne s'allumera plus dans tous les cas. Mais c'est pas pour autant que c'est les MOSFET. Et on a énormément de monde qui confondent tout ça, et du coup, ils nous demandent le prix. Monsieur, faut que je fasse un devis. C'est pas forcément les MOSFET. Peut-être que c'est les MOSFET, et dans ces cas-là, ce sera tel prix. Mais c'est peut-être pas ça. Et si je vous annonce tel prix, alors que c'est pas ça, vous allez me dire oui, mais vous m'avez dit que... Et en fait, on va pas y arriver. Donc en fait, on n'annonce pas de prix, parce que sinon, les gens déjà qui confondent déjà les pannes en disant ah, mais j'ai un PC qui... c'est la même marque, et du coup, il fait pareil, il s'allume plus, donc c'est forcément la même panne. Non, c'est une panne courante. Je montre des vidéos pour des pannes qui sont rigolotes, courantes, ou voilà. Mais on a des pannes que je ne montre pas toujours en vidéo, parce que sinon, je passerai mon temps à faire des vidéos. Les pannes sont pas toujours les mêmes, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Mais du coup, voilà, voilà, je réitère, bon, pour ceux qui sont dans le métier, ils le savent très bien, mais pour les clients, surtout attention, ne mélangez pas mes vidéos YouTube avec une panne que vous avez, ce sera pas forcément le même problème. Donc, méfiez-vous. Et du coup, forcément, le prix ne sera pas le même. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas donner de prix à chaque fin de vidéo, parce que les gens vont me dire, j'ai un appareil qui fait pareil que ce que vous avez montré dans la vidéo, donc ça va me coûter ce prix-là. Sauf que si c'est pas ça, ça sera soit plus cher ou moins cher si vous avez de la chance, mais peut-être plus cher aussi. Donc voilà, c'est un peu délicat de donner les prix. Donc voilà. Après, encore une fois, si ceux qui ont qui veulent voir les prix classiques, je parle de la Switch écran bleu par exemple, eh bien le prix est sur le site internet. Comme ça, vous savez que une Switch écran bleu dans ma vidéo, c'est le prix, c'est un forfait, il est sur le site. Donc ça vous donne une petite idée du prix que ça peut coûter. Un MacBook qui ne démarre plus de tel modèle de telle année, ça coûtera ce prix-là. Voilà, au moins vous savez à peu près à quoi vous attendre au niveau des tarifs si besoin. Donc ça permet d'avoir quand même une réponse entre guillemets. Voilà, tout simplement. Et aussi la seconde partie de raison aussi, dont on s'était fait un peu la réflexion, c'était aussi que les vidéos YouTube sont raccourcies énormément. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que quand on dit à un client, en fait, votre prestation, elle a coûté tant, je sais pas, on va vous la facturer 120 € et que la vidéo dure 10 minutes. Ils vont penser qu'on l'a ils vont se dire, arnaqué, c'est des voleurs, ils m'ont pris 120 € pour 10 minutes. Alors qu'en fait non, parce que je démonte l'appareil, j'ai fait le devis et donc le diagnostic en amont avant, pas toujours avant de le faire en vidéo, parce que forcément je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc voilà, il y a plein de choses que vous voyez pas en vidéo, forcément je fais des coupures parce que j'ai d'autres trucs à faire, donc je reprends mes droits. C'est vrai que pour vous la vidéo, je fais tout
pour que ce soit agréable, parce que moi j'aimerais bien, enfin à votre place, quand je regarde une vidéo, j'aime bien quand il n'y a pas de coupure étrange, ou ça fait pas drôle, c'est pas intéressant. Superflu dont tu te fous un peu, parce quoi, clairement. Je pourrais laisser tourner la caméra et puis aller voir un client et être au téléphone, etc. Mais en fait, pendant 20 minutes, le truc il va être vide, et je vais reprendre, mais je sais plus trop où j'en suis, donc j'en suis où. Ça c'est nul, mais par contre c'est quand même du temps que j'y passe. Des fois je vais faire des jumps, je vais pas réussir ma soudure, je recommence. Enfin, voilà, des choses comme ça qui font que du coup ça je le montre pas parce que c'est pas intéressant. Généralement j'arrive bien et ça se passe plutôt bien, c'est fluide, mais parfois je passe beaucoup plus de temps que ce que vous voyez sur la vidéo. Et c'est le but du jeu. Le but c'est pas que la vidéo elle dure 1h30 parce que sinon on décroche, clairement, même moi ça m'intéresserait plus. Donc je raccourcis au plus important, au plus intéressant, au plus rigolo entre guillemets. Voilà, mais du coup c'est pas pour autant que ça dure si peu de temps pour réparer. Alors des fois oui, des fois je passe vraiment pas beaucoup de temps, mais des fois non. Et du coup le prix s'en ressent forcément, mais encore une fois la plupart du temps c'est des forfaits, donc de toute façon ça s'équilibre. Encore une fois, on avait parlé de ça je crois à la vidéo d'avant. Voilà, donc c'est pour ça que les prix on les donne pas toujours, parce que malheureusement effectivement les gens pourraient confondre et se diraient ah mais moi ça va me coûter tant, alors qu'en fait ça sera pas du tout ça. Donc c'est un peu délicat, c'est à double tranchant on va dire. Mais il y a les prix sur le site si vous avez voilà, on a beaucoup de gens qui nous demandent pour les PC portables ah ça va me coûter combien, etc. On peut pas dire parce que ça va vraiment dépendre du modèle de la panne, etc. Mais bien souvent, on fait tout pour être forcément. C'est pas qu'on veut pas. Non, on peut pas. Parce que souvent, souvent c'est les gens, c'est moi qui les ont au téléphone. Oui, voilà, et ils veulent absolument savoir le prix. Ils insistent. Des fois, je passe un quart d'heure au téléphone à expliquer à un client que c'est pas que je veux pas lui donner de prix, c'est que je peux pas, parce que malheureusement, on n'est pas magicien. Il faut démonter. C'est comme votre voiture, si elle démarre plus, il peut y avoir plein de causes. Ça peut être la batterie, ça peut être votre voiture elle démarre ça peut être les contacts, ça peut être plein de choses, le moteur, c'est vrai, c'est pareil pour un appareil électronique, et du coup il faut qu'on teste un minimum, et pour ça il faut l'avoir entre les mains. Et du coup, par contre, le prix, on est toujours moins cher que l'appareil neuf, et si c'est plus cher que l'appareil neuf, on le dit, on n'est pas bête, on va pas dire ouais c'est bon, ça vous coûtera 300 €, oui mais monsieur, mon appareil il vaut 350. Quand c'est pas viable économiquement, voilà. On le dit. On est honnête, le but de la réparation c'est quand même que ce soit valable. Financièrement ce soit intéressant, si c'est pas le cas, il y a pas d'intérêt malheureusement. Même pour nous, c'est pas le but, donc on dit au client, racheter une machine ou racheter une carte mère, là ce sera plus intéressant que de réparer cet appareil-là dans l'état où il est. Voilà. On préfère être honnête, c'est le but. Donc quand vous envoyez un appareil, le but du jeu c'est quand même que vous sachiez pour qui, pourquoi et à combien, tout simplement. Voilà. Bon, pour la dernière partie, on rebifurque un tout petit peu sur l'aspect des formations. Allez. Avec une question de OK. Salut OK. Salut, je voudrais me réorienter professionnellement et la réparation informatique comme tu le fais m'attire beaucoup. N'ayant aucun diplôme dans ce domaine, est-ce une bonne idée d'après toi? Vers quelle formation je dois me tourner? Quels sont les prérequis qu'il faut absolument? J'ai des bases techniques dans le sens où je monte régulièrement des PC pour des proches et diagnostique régulièrement des pannes logicielles pour eux, mais je n'ai jamais fait de micro-soudure ou d'électricité. Merci pour tes vidéos. Ok, alors, pour répondre vraiment le plus honnêtement possible, pas tout de suite. Si tu fais ça maintenant tout de suite, tu risques de te casser les dents. Et du coup de prendre des risques, parce que si par exemple tu as déjà un métier et que tu comptes le quitter pour te lancer là-dedans, tu risques d'avoir des soucis parce que tu vas manquer d'expérience. Ce que je te conseille fortement, si tu peux le faire, parce que c'est pas facile, je sais bien, c'est de t'entraîner d'abord. C'est-à-dire tu vas t'équiper gentiment au fur et à mesure. Si tu as un métier encore une fois à côté, c'est pas mal parce que tu as un petit salaire qui rentre et du coup tu peux t'équiper gentiment. Tu fais ça chez toi quand tu as le temps, quand tu as envie, parce qu'il faut que ce soit un plaisir au départ pour apprendre. Si tu apprends et qu'en plus t'es fatigué, que t'as pas le temps, que là tu vas faire une erreur, il faut vraiment être dans de bonnes conditions pour apprendre, on va dire. Donc fais ça quand t'as un petit moment chez toi tranquillement, achète des appareils en panne. Le top, c'est pas facile, mais c'est de trouver des appareils qui n'ont pas été touchés, parce que malheureusement c'est compliqué de trouver. Il y a des gens qui vont revendre des appareils sur le Bon Coin, sur eBay, sur ce que tu veux, mais ils ont déjà essayé de faire des trucs dessus, et alors là c'est une catastrophe. Donc le top c'est de trouver des gens qui sont honnêtes, qui vont vendre un appareil parce qu'il ne marche plus du jour au lendemain, et au moins ils n'ont pas mis les mains dedans, et là au moins tu vas pouvoir vraiment apprendre et peut-être trouver les pannes tout de suite. Voilà, donc voilà, ça c'est vraiment pour apprendre, commencer gentiment. Essaye, si tu le peux, de te rapprocher des déchetteries. C'est pas facile, mais dans les petites déchetteries de petits villages, certains sont encore très sympas et peuvent accepter de te mettre de côté de temps en temps des petits appareils. Ça permettra vraiment d'avoir des appareils qui n'ont pas été trop touchés, etc. et de les foutre en l'air si besoin, et c'est pas grave. Dans les centres comme alors moi je sais qu'à Fougères, à Emmaüs par exemple, on avait été en contact avec eux et on avait pu récupérer quelques appareils au départ. C'était pas mal, ça me permettait d'apprendre. Voilà, essayer de te rapprocher de centres, on va dire, où ils peuvent récupérer un peu d'appareils. Tu pourras acheter ça, 5-10 € l'appareil, etc. Ça arrange tout le monde, entre guillemets. Toi, tu pourras t'entraîner pour peu cher, on va dire, et voilà. Dans les repair cafés aussi, tu peux avoir des gens qui ont des très bonnes bases, on va dire, en électronique, et du coup apprendre avec eux, ça peut être sympa. Dans les
Fab Lab, du coup, aussi où de temps en temps tu fais un peu d'électronique. Voilà, ça permet vraiment de te faire la main déjà du matériel, d'apprendre gentiment, de toucher un petit peu, d'avoir vraiment les balbutiements. Ça peut être pas mal. Et au fil du temps, apprendre gentiment. Renseigne-toi sur Internet. Il y a des bouquins. Voilà, encore une fois, je les mettrai, même si en anglais, il y a des trucs là-dessus qui sont pas mal. Ça permet vraiment de commencer, on va dire, à se lancer là-dedans. Et une fois que tu commences à avoir des pannes récurrentes que tu as su reconnaître, diagnostiquer et réparer, et bien là, tu vas être à l'aise, tu vas commencer à comprendre et là, ça va être cool. Donc voilà, je te conseille d'y aller gentiment, de t'entraîner tranquillement dans ton coin. Et une fois que tu commences à avoir de la bouteille, donc, généralement, quand on est vraiment à fond et qu'on apprend bien et qu'on en fait souvent, il faut compter 1 an pour vraiment se faire une bonne expérience et là être apte, on va dire, à au moins ouvrir un magasin et se dire ok c'est bon, je peux encaisser les réparations qui vont venir et je vais pouvoir apprendre sur le tas. Donc ça peut être un bon plan pour commencer. Voilà, c'est tout ce que je peux te conseiller de mieux en tout cas. Ensuite une question de Talibé Bald. Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez prévu de faire des formations en ligne sur des plateformes comme Udemy ou autres pour les personnes qui résident hors de France. Ça ferait vraiment plaisir et ça va aider des personnes à travers le monde. Alors, on avait fait une vidéo, une formation vidéo à distance il y a un bon moment maintenant, parce que c'est pas un bon moment par rapport à l'évolution des appareils, forcément ça va très vite, que j'ai retiré parce qu'elle n'était plus du tout à jour par rapport à ce qui avait été comme évolution, et c'était hors de question que je continue de vendre une formation qui n'est plus à jour finalement, hein, c'est pas le but du jeu, le but c'est pas de faire de l'argent là-dessus, enfin ça me rapportait forcément quelque chose parce que j'ai passé du temps, mais je veux pas non plus me faire du fric entre guillemets sur le dos des gens en vendant des trucs qui sont plus à jour, donc pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, mais oui, je suis pas fermé à l'idée, ça pourrait revenir, donc on va regarder ça. Je dis pas oui, mais je dis pas non plus, on va dire. C'est prévu peut-être pour plus tard, voilà. Et donc du coup, dernière question, donc je vais prendre qu'une partie de la question de Benjamin Gérard, toujours sur les formations. Toujours, décidément. La formation que tu proposes permet-elle d'apprendre à diagnostiquer et de réfléchir au fonctionnement de chaque appareil que l'on répare ? Alors, oui, dans le principe, oui, et non à la fois. Je m'explique. Par exemple, donc les formations qu'on fait actuellement, hein, ce qu'on ne fait pour l'instant, en tout cas, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on ne fait des formations que pour les iPhones. Mais dans les formations, j'en profite, je m'amuse un petit peu avec ça d'ailleurs, parce que c'est assez intéressant. J'essaye de toujours essayer d'ouvrir un peu l'esprit par rapport, enfin, un peu gros dit comme ça, mais j'essaye d'ouvrir les yeux, on va dire, voilà, sur ça. C'est-à-dire que j'essaie toujours, pendant les formations, de comparer un petit peu avec un Samsung. C'est le truc classique, mais voilà. Parce que finalement, le principe reste le même. L'électronique, un téléphone, que ce soit du Samsung, de l'iPhone ou n'importe quelle autre marque, ça fonctionne toujours plus ou moins de la même manière. On a des composants qui reviennent, la puce de charge, la puce pour backlight, la puce pour alimenter le processeur et la mémoire, enfin voilà, ce genre de choses là, ça revient toujours plus ou moins. Donc du coup, une fois qu'on a compris bien le principe sur un iPhone, alors on prend les iPhones parce que encore une fois, on a tous les outils, tous les schémas, on a tout ce qu'il faut pour vraiment bien se lancer sur les iPhones, et une fois qu'on a bien compris sur les iPhones, bien là on peut commencer à se déporter gentiment vers d'autres modèles comme les Samsung, par exemple, ou d'autres modèles. Et là, on n'a pas forcément de schéma, mais comme on a une bonne connaissance de la carte mère et des composants, eh bien ça aide. Donc oui, ça permet de réparer d'autres choses. Par contre, c'est vrai que pour les téléphones. Un PC portable ou un MacBook a des lignes d'alimentation bien différentes, donc c'est encore plus compliqué pour vraiment comprendre, et là il faut vraiment repartir un petit peu à zéro. Il y a des choses qui reviennent, mais pas toutes, donc c'est plus compliqué. Donc c'est voilà, c'est plus délicat que ça, mais on peut réparer tous les téléphones quand on a vu les iPhones par exemple, en gros, si je simplifie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo fera à question, enfin ces deux petites vidéos vous auront plu. Je sais pas si j'en referai, mais ça pourrait selon les questions. Bon là on a traité pas mal de sujets, on va dire. Voilà, je me disais que ça pourrait être sympa, ça change un petit peu. Donc merci à vous tous d'avoir joué le jeu, d'avoir posé pas mal de petites questions plutôt intéressantes, hein, c'est vrai que c'était sympa. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos ou d'autres choses comme ça. Allez, salut! À bientôt!